La métaphore « le verre est à moitié plein » ou « le verre est à moitié vide » est une provocation philosophique concernant la perspective qu'une personne a sur la vie. Une perception du verre à moitié plein indique de la positivité et de l'optimisme, quand la personne est dominée par cette certitude que tout va bien se passer. Mais si le sentiment est que le verre est à moitié vide, alors c'est une vision négative et pessimiste des faits qui prévaut. En 1973, sous un regard optimiste, nous avons eu des événements mondiaux importants, tant sur le plan social que technologique. Par exemple, la fin de la guerre du Vietnam, la naissance du premier téléphone portable, le Motorola, l'inauguration du World Trade Center à New York. Et, pourquoi ne pas mentionner la sortie du film L'Exorciste? Cette même année, cependant, nous avons perdu Pablo Picasso et Bruce Lee, entre autres. Cependant, nous qui sommes captivés par les histoires d'enquête et de mystère, ce qui peut nous intéresser particulièrement, c'est que cette année-là a réservé 3 récits criminels insolites survenus dans notre pays, célèbres et très demandés par vous ici sur la chaîne. Enlèvement et mort d'Araceli Cabreza Sanchez Crespo, âgé de 8 ans. Enlèvement de Carlos Ramirez da Costa, appelé Carlinhos, âgé de 10 ans. Et l'enlèvement et la mort d'Ana Lydia Braga, âgée de 7 ans. Je suis Marcos et aujourd'hui je vous apporte une vidéo spéciale avec ces 3 affaires. Si vous aimez, laissez un like, activez la cloche des notifications et passons aux faits. Enlevés, les témoignages d'aujourd'hui ont été demandés plusieurs fois par les abonnés de l'Insolito. Près de 50 ans nous séparent de ces 3 crimes et il est très probable que absolument tout ce qui pouvait être mentionné à leur sujet l'a déjà été. D'innombrables reportages, documentaires et livres ont relaté la brève vie de ces victimes et ont désigné les suspects de leur mort, en supposant que le garçon soit également décédé après l'enlèvement. Des histoires de violence et d'impunité qui, en 1973, ont sorti Araceli, Carlinhos et Ana Lydia de l'anonymat banal de leur enfance et les ont transformés en personnages immortels de l'univers du true crime. Ainsi, en respectant l'ordre chronologique des affaires, voici les principaux événements. Araceli Cabreza Sanchez Crespo est née le 2 juillet 1964 dans la ville de Cubatão, à un peu plus de 60 km de São Paulo. Elle était la fille de Gabriel Crespo, un Espagnol, et de Lola Sanchez, une Bolivienne. La fillette avait un frère aîné. La famille a déménagé à Vitoria, Espírito Santo, pour une opportunité professionnelle de Gabriel, ce qui a été très bénéfique pour la fillette en raison de la pollution de sa ville natale et de ses problèmes respiratoires récurrents. Le 18 mai 1973, un vendredi, Araceli a disparu alors qu'elle rentrait de l'école chez elle. Un malheureux hasard, sachant qu'à la demande de sa mère, l'enfant a été libéré plus tôt, à 16h10, afin de pouvoir prendre le bus pour rentrer chez elle. Vendredi, elle m'a remis le mot de sa mère demandant sa libération anticipée. C'est-à-dire 20 minutes plus tôt que les autres élèves du collège Saint-Pierre. Lorsque la fillette n'est pas arrivée à la maison à l'heure prévue, les parents d'Araceli ont contacté l'école puis sont allés à la police pour signaler sa disparition. Mais les autorités n'ont commencé les recherches officielles que 3 jours plus tard, le lundi. Les parents, cependant, se sont mobilisés immédiatement et ont informé les journaux locaux qui ont alors largement diffusé la disparition de l'enfant, rendant rapidement possible la diffusion du nom et du visage d'Araceli auprès du public. Pendant ce temps, les espoirs de la famille quant au retour sain et sauf de la fillette ont été entretenus par des parapsychologues et des voyants qui affirmaient qu'elle était vivante. Cependant, malheureusement, 6 jours plus tard, le rêve de retrouvailles heureuses s'est effondré. Le corps d'Araceli a été retrouvé le 24 mai 1973 dans un terrain vague à proximité d'un hôpital pour enfants de la ville. Le cadavre était en décomposition, ayant déjà subi l'action des animaux et l'exposition aux intempéries. Le père, M. Gabriel, a d'abord reconnu le corps de sa fille grâce à une tache de naissance, mais il est ensuite revenu sur sa déclaration. Ainsi,
Il a appartenu à l'analyse de l'Institut médico-légal de confirmer qu'il s'agissait bien d'Araceli et qu'elle avait été victime d'un homicide. Le rapport de l'époque, signé par Nilsson Santana, a conclu que la fillette avait reçu une dose mortelle de sédatifs et qu'il y avait eu abus sexuel, y compris après la mort. L'enquête a retrouvé des témoins qui ont vu Araceli, après sa sortie de l'école, arrêté à l'intersection des avenues Ferreira Coelho et César Rillo, devant un bar caressant un chat. Par la suite, 3 suspects ont été identifiés. Paulo Constantinellal, 27 ans, Dante Barros Michelini, 53 ans, et Dante Barros Michelini Jr., surnommé Dantinho, 23 ans. Ils étaient des représentants de l'aristocratie de l'État d'Espírito Santo. Les Dante étaient riches et cultivateurs de café, y compris des pionniers dans la représentation des producteurs de café de l'État sur le marché national et international. Ce genre de personnes appartenant à une classe socio-économique élevée, avec de solides amitiés politiques, recevant même des hommages des gouvernements municipaux, le nom de la famille étant attribué à des avenues et des lieux publics. Quant à la famille de Paulo, elle possède la tradition locale en tant que commerçant et investisseur dans les secteurs hôteliers et immobiliers. Selon la thèse de l'accusation, Araceli a été enlevée par Paulo peu de temps après avoir été vue devant ce bar où se trouvait son arrêt de bus. Ensuite, elle a été emmenée au bar Franciscano, sur la plage de Cambury, propriété de Dante Michelini. À cet endroit, la fillette aurait été maintenue en vie en détention privée pendant 72 heures. Là, elle a été droguée, agressée et a subi des abus de la part de Dantinho et Paulo, lorsque l'excès de sédatifs a plongé la fillette dans le coma et finalement l'a conduite à la mort. Il a même été avancé des théories selon lesquelles le corps de la fillette serait resté plusieurs jours dans un congélateur pendant que les meurtriers décidaient quoi en faire. D'autres accusations ont pesé sur les 3 suspects liés au trafic d'influence. Cela en raison de leur lien avec la police locale qui aurait fait preuve de négligence dans l'enquête et protégé les personnes impliquées dans le crime. D'ailleurs, José Luzero, journaliste et auteur du livre « Araceli mon amour », publié en 1976, a présenté les faits sous un angle journalistique et d'investigation à une période proche du crime où il est devenu évident la puissance des avocats de la défense des jeunes riches. Eh bien, au cours de l'enquête, de nombreuses accusations de pots de vin versés à la police, de faux alibis et même la mort de 4 témoins impliqués dans l'affaire ont surgi. J'ai reçu 2 propositions, l'une directement de M. Dante Michelini pour que je corrompe l'un des principaux témoins du procès, l'ancien chauffeur de la famille, Bertoldo Lima. Peu après, un citoyen nommé Antonio Rod, qui est actuellement le gendre de M. Dante Michelini, m'a proposé un chèque de 100 000 cruzeiros. Pour qu'avec cet argent, je trouve 2 tueurs à gages pour assassiner le député Clério Vieira Falcão, le principal accusateur dans l'affaire Araceli. Fortunato Piccin, âgé de 17 ans, qui est mort le même jour où le corps d'Araceli a été retrouvé, dans la maison duquel on aurait trouvé des preuves de sa participation au crime. Jorge Michelini, le frère de Dante, qui a été vu plusieurs fois en compagnie de Lola, la mère d'Araceli, au bar Franciscano. José Homero Diaz, sergent de la police militaire, qui a été lâchement exécuté lors d'une opération policière menée pour arrêter 2 trafiquants soupçonnés d'avoir commis le crime. José Paulo dos Santos, trafiquant connu sous le nom de Paulinho Bocanegra, est supposé responsable du crime avec son complice Capetinha. En 1977, l'affaire a finalement été portée devant la justice ordinaire sans passer par le tribunal du jury. Après avoir été qualifiée d'enlèvement ayant entraîné la mort, c'est-à-dire comme un crime mineur, le juge Hilton Silly a accepté la thèse de l'accusation et s'est dit convaincu que la matérialité et l'auteur du crime étaient prouvés. Ainsi, Dantinho et Paulo ont été condamnés à 18 ans de prison et Dante à 5 ans, en plus du paiement d'une amende de 18 000 cruzeiros. La puissante famille Michelini a immédiatement fait appel de la décision, réussissant à empêcher les arrestations. Ainsi, l'enquête a été reprise et 5 ans plus tard,
Le juge Paolo Copolio, sur la base de sa lecture des 39 volumes du dossier, a annulé la condamnation et les 3 hommes ont été libérés. Carlos Ramirez da Costa, surnommé Carlinhos, avait 10 ans et était l'un des 7 enfants de Maria da Conceição Ramirez da Costa et de l'industriel João Melo da Costa. Il était propriétaire de l'industrie pharmaceutique Unilabor à Duque de Caxias à Rio de Janeiro. Le 2 août 1973, un jeudi pluvieux, vers 20h30, Madame Maria da Conceição était à la maison avec 5 de ses enfants, Vera Lucia, 15 ans, Carmen, 14 ans, Eduardo, 13 ans, João, 11 ans et Carlinhos. Quand la lumière de la maison a été coupée, puis il y a eu une intrusion, le criminel, qui est entré dans la maison cagoulé et armé d'un revolver, a enfermé la femme et les enfants dans la salle de bain. À l'exception de Carlinhos, il a même laissé une demande de rançon et s'est enfui en emmenant le garçon de 10 ans. Le billet était manuscrit en lettres majuscules, contenait des fautes de portugais et était rédigé sur une feuille de papier ordinaire. Une feuille de cahier sur laquelle on exigeait la somme de 100 000 cruzeiros, soit l'équivalent de 400 000 réais, qui devait être payé sous 48 heures. João Melo, le père, qui faisait une livraison à Copacabana, est arrivé sur les lieux peu après. Avec lui se trouvaient ses autres enfants, Luciana, âgée de 3 ans, et Roberto, âgé de 8 ans, ainsi que son employé, Abel Alves da Silva. Il paraît que João et Abel ont même poursuivi le ravisseur, qui a sauté un mur et est entré dans un terrain vague avec l'enfant. C'est eux qui, par la suite, ont signalé l'enlèvement aux policiers militaires. Le fameux billet contenait des instructions pour le paiement de la rançon et a été diffusé par la presse, ce qui, suppose-t-on, a effrayé les ravisseurs qui ne se sont pas présentés à l'endroit prévu pour la remise de l'argent. Le ravisseur a laissé ce billet, ici. Le prix de la rançon, 100 000 cruzeiros. Cela permettrait le retour de l'enfant dans sa famille. Beaucoup des informations publiées à l'époque nous semblent incohérentes et contradictoires. Mais jusqu'à quel point ont-elles vraiment été explorées par les enquêteurs? Nous ne pourrions le dire que si nous avions accès à l'immense dossier. Par exemple, Abel Alves da Silva, l'employé qui était présent la nuit de l'enlèvement, a déclaré avoir vu Carlinhos et le criminel monter dans un taxi Volkswagen rouge à 4 portes garé près de la maison du garçon, et que le véhicule serait parti immédiatement après. Cependant, il a également rapporté avoir vu un inconnu descendre du taxi et entrer dans la broussaille. Cet homme, prétendument poursuivi par lui et par son patron, Maria da Conceição et les enfants, ont nié avoir vu un taxi près de la maison lorsque le ravisseur est sorti avec le garçon. Mais s'ils étaient enfermés dans la salle de bain, comment auraient-ils pu voir? De plus, en informant les policiers de l'affaire, Abel s'est présenté comme le voisin de João Melo, alors qu'en réalité, il était employé et résidait à Duque de Caxias, dans la Baixada Fluminense. Peu après les faits, et au cours des 5 décennies suivantes, plusieurs fausses informations concernant la découverte du garçon ont été diffusées. Ces dernières années, même des tests ADN ont été effectués. Cependant, aucun des restes supposés ou des personnes n'a jamais pu être relié avec succès au garçon disparu en 1973. Après avoir pris connaissance de l'enlèvement, des militaires, des pompiers et des policiers du 9e commissariat de la police civile se sont rendus sur place. À ce moment-là, des reporters et des journalistes étaient également présents. Les recherches ont eu lieu de 21 h jusqu'au début de la nuit, aux alentours de la résidence et dans la zone boisée. Selon l'indication de M. Jean, c'est dans cette direction que le criminel se serait enfui. Cette histoire, presque incroyable, de l'entrée d'un jeune homme avec une coupe afro qui a remis le billet de la séquestration entre les mains de Vera Lucia, la sœur aînée, a amené la police à soupçonner l'implication des membres de la famille. Les analyses de l'expert Carlos Ceboli ont également révélé que le billet avait été rédigé 3 jours avant le crime. Deuxièmement, les erreurs grammaticales étaient intentionnelles dans le but de tromper les enquêteurs. Pour le journaliste Celso de Martim Siqueira, qui a été la première personne à arriver sur les lieux de l'enlèvement
et qui a suivi toute l'affaire, Maria da Conceição. La mère a adopté un comportement extravagant au cours de l'enquête, devenant la principale suspecte du crime. Le 4 août, suivant les instructions, João Melo a laissé un paquet contenant de l'argent mélangé à des papiers déchirés à l'endroit indiqué. Des policiers en civil et quelques journalistes sont restés à proximité dans le but d'identifier tout suspect. Cependant, personne n'est venu récupérer la rançon. Le prétendu ravisseur a repris contact via le numéro mis à la disposition du public. Il y a 50 ans, souvenez-vous, et il a fixé un nouvel endroit et une nouvelle date pour la remise de l'argent qui devait alors avoir lieu à la porte 18 du stade du Maracanã. Ainsi, un important dispositif policier a été mis en place, mais personne ne s'est présenté et il n'y a plus jamais eu de contact de la part des ravisseurs. Cela a amené la police à conclure que la motivation du crime n'était pas l'argent. De nombreuses autres personnes ont été interrogées et investiguées. Voyez quelques-uns, les directeurs de la clinique médicale voisine de la maison de Carlinhos. En effet, ils avaient offert 60 000 cruzeiros pour acheter le bien immobilier, ce qui a été considéré par la police comme un motif possible du crime. Kleber Ramos, qui travaillait dans cette fameuse clinique et qui aurait été engagé pour commettre le crime afin de forcer la vente du bien immobilier. C'est Vera Lúcia, la sœur de Carlinhos, qui l'a dénoncé après s'être retrouvée face à face avec le ravisseur. Cependant, l'homme avait un alibi, renforcé par le témoignage d'une personne. Ainsi, après 3 jours de détention, il a été libéré grâce à un habeas corpus. José da Silva, un mécanicien, ami de la famille, qui quelque temps auparavant avait eu des problèmes avec João Melo à cause d'un financement en retard, dans lequel le père de Carlinhos était son garant. Cependant, il n'a pas été reconnu par la famille comme le ravisseur, Raimundo Pereira Lulu, un homme qui, soi-disant, était intéressé de façon romantique par la mère de la victime. Dans ce cas, Raimundo aurait élaboré une vengeance pour avoir été rejeté par Maria da Conceição. Celso Vasconcelos de Passos et son beau-frère, Francisco de Almeida, où Celso devait de l'argent au père de Carlinhos et, n'ayant pas les moyens de rembourser cette dette, sa voiture a été saisie par son créancier, ce qui a donné lieu à une vengeance. Une autre personne était Hildebrando Martins de Castro, un inconnu qui, en apprenant l'enlèvement du garçon, a proposé ses propres enfants comme substitut de Carlinhos. Maria da Conceição, la mère qui, exceptionnellement, la nuit du crime, n'est pas allée à la séance spirit qu'elle fréquentait chaque semaine. Le lendemain de la disparition de son fils, la femme s'est présentée au commissariat, faisant preuve d'un total désintérêt face aux faits. Il est également rapporté qu'elle s'est présentée avec sa meilleure perruque et bien maquillée, comme si elle était en promenade. La police a été informée que Maria était une mère négligente et une femme égoïste, qui aimait dépenser excessivement de l'argent pour elle-même. João Melo, le père, qui traversait des difficultés financières. Dans ce cas, un faux enlèvement pourrait être un bon moyen de récolter de l'argent. À ce sujet, on peut souligner que la famille n'avait pas les ressources nécessaires pour payer la somme exigée par les bandits. Cependant, 300 000 cruzeiros ont été récoltés, soit 3 fois plus que la somme exigée. Dans les jours suivants, la brigade des vols et cambriolages, qui coordonnait l'enquête, a reçu par téléphone de nombreuses fausses informations. L'une d'elles indiquait l'adresse où se trouverait la cachette. La dénonciation anonyme indiquait que le garçon avait été vu en train d'entrer dans cette maison. Des détails comme le numéro des plaques du véhicule ont également été communiqués. Mais ce n'était qu'une autre impasse dans l'enquête. Une semaine après l'enlèvement, la police a arrêté Ademar Augusto de Fraga Filho et un escroc. Dans le cadre d'une thèse inventée de vengeance contre le père de Carlinhos, et la valeur de la rançon permettrait la fuite internationale de ces hommes qui avaient déjà un casier judiciaire et étaient recherchés par la justice. D'autres personnes qui sont entrées dans le radar des enquêteurs étaient José Pereira de Brito et Julio de Carvalho, étant donné que, des années auparavant, ils avaient commis l'enlèvement d'un garçon. En plus d'eux, 6 hommes et une femme ont été arrêtés, tous employés des cliniques du docteur Filizola et de l'Institut Fleming, tous deux voisins de la maison de Carlinhos. À l'époque, une jeune femme, employée de João Melo et parente de l'employé arrêté, a avoué être l'auteur intellectuel de l'enlèvement et avoir fourni le papier utilisé pour le billet. Dans cette version,
elle utiliserait l'argent pour masquer un détournement de fonds dans l'entreprise. Cependant, les enquêtes ont prouvé que tout cela était irréel. Et nous terminons cette partie de l'histoire avec la confession du braqueur Adilson Candido da Silva en janvier 1974, qui a affirmé avoir enlevé le garçon sur ordre du père et qu'il était mort et que son corps avait été jeté à la mer. Un squelette retrouvé 6 mois après le crime a été soumis à des analyses médico-légales, mais ce n'était pas Carlinhos. Autrement dit, aucune preuve. Le texte du billet semblait tout droit sorti d'une histoire de fiction. Je vous informe que l'enfant est en notre possession et que nous ne la remettrons qu'après le paiement de la rançon de 100 000 cruzeiros. Cette somme devra être en petites coupures, placée dans un sac et devra être déposée sur une caisse en ciment, qui se trouve rue Alice, à l'intersection avec la rue Docteur Giulio Ottoni, à côté de 2 panneaux, le 4 août 73, à 2 heures, je répète, à 2 heures le 4. Et souvenez-vous que toute réaction entraînera l'élimination de la victime. Observation. Après avoir effectué ce dépôt, vous devrez vous diriger vers Rio Comprido et cette lettre devra être rendue sur le champ. Un autre fait digne de mention est le comportement de Théodore Murta, commissaire du 9e commissariat. Photographié par des journalistes en vêtements de femme, il a déclaré enquêter sur certains suspects. Une telle initiative a entraîné sa suspension pour 90 jours. De plus, un groupe de policiers a arrêté et torturé Ranulfa da Silva, une femme qui avait travaillé dans la maison de Carlinhos, ainsi qu'Antonio Costa da Silva, surnommé Pitoco, son ancien amant. Le couple a été soupçonné d'être impliqué dans le crime parce qu'ils avaient été licenciés il y a 2 ans, et cela, possiblement, pourrait donner lieu à une vengeance. Une autre hypothèse était celle du crime passionnel, où la même Ranulfa da Silva se vengerait supposément de João Melo à cause d'une relation sexuelle entre eux. Par la suite, l'ancien employé Antonio da Silva a fini par être capturé et présenté à la presse comme l'un des ravisseurs. On a supposé que le ravisseur était connu de la famille, car les 3 chiens n'ont pas réagi à l'entrée de cette personne. Cet individu connaissait également l'emplacement du boîtier électrique où on avait été informé. Le fait que le portail latéral par lequel le ravisseur est entré dans la maison ait exceptionnellement été ouvert cette nuit-là a également été jugé suspect. Quatre ans après l'enlèvement, Vera Lucia, la sœur de Carlinhos, a déclaré à la police qu'elle avait reconnu Silvia Azevedo Pereira, employée du laboratoire de leur père, comme étant la ravisseuse. Cela était lié au fait qu'elle avait reconnu chez le bandit un fort parfum de produits pharmaceutiques manipulés dans le laboratoire de João Melo. Des examens graphologiques ont été réalisés et ont confirmé que le billet avait bien été rédigé par lui. En 1985, c'est-à-dire 12 ans après la commission du crime, Silvio Azevedo Pereira a été jugé et condamné à 13 ans de prison par la 17e chambre criminelle. Cependant, ses avocats ont fait appel de la sentence et il a finalement été acquitté. Les parents de Carlinhos ont fini par divorcer. L'une de ses sœurs, avec qui la mère vivait, a affirmé que pendant de nombreuses années, la dame, Maria da Conceição, a gardé la certitude que son fils reviendrait, jusqu'à ce qu'elle fasse un rêve dans lequel elle a su qu'il était mort. Bien que la rançon ait été fixée à 100 000 cruzeiros, 300 000 cruzeiros ont été collectés. Cela provenait de dons de la population qui a suivi cette affaire insolite et a fait preuve de solidarité envers la famille en offrant de l'argent. Cet argent n'a jamais été remis aux ravisseurs et a également disparu au cours de l'enquête. Ana Lydia Braga vivait dans la ville de Brasilia et à l'âge de 7 ans, elle était en première année de l'école primaire dans un collège catholique privé dans l'Asa Norte de la ville le matin. Cependant, l'après-midi, les mardis et vendredis, elle avait des cours de soutien scolaire et, les autres après-midi, des cours de piano. La fillette, qui était très protégée, vivait avec son père, Álvaro Braga, sa mère, Heloísa Rossi Braga, tous 2 fonctionnaires, ainsi qu'avec sa sœur, Cristina Elizabeth, âgée de 20 ans, et son frère, Álvaro Henrique, âgé de 18 ans. Faisait également partie de la vie familiale Rosa da Conceição Santana, employée de maison depuis 20 ans. Le 11 septembre, les parents, en partant travailler après le déjeuner, ont déposé Ana Lydia devant l'école. À 14h moins 10,
Alors, vers 16h30, Rosa est allée la chercher. Cependant, la fillette n'était pas là. En fait, selon la direction de l'école, Anna Lydia était absente cet après-midi-là. Alors, avec la confirmation des parents qu'elle avait bien été déposée à l'entrée de l'école, on a pu comprendre l'ampleur du problème, car elle était portée disparue depuis quelques heures. Plus tard, des personnes ont déclaré qu'Anna Lydia n'était en fait jamais entrée dans le bâtiment de l'école, car un homme l'avait interceptée dans les jardins. Quelqu'un que la fillette connaissait certainement et qu'elle a suivi sans inquiétude. Naturellement, les parents, la domestique, les employés de l'école et du voisinage ont commencé les recherches. En même temps, le 2e commissariat de police a été désigné pour mener l'enquête, mobilisant également d'autres institutions. Pour vous donner une idée, même le train à destination de São Paulo, qui partait à 19h30 ce jour-là, est parti en retard en raison de la fouille effectuée auprès des passagers. Malheureusement, à midi le lendemain, des agents de la police civile ont retrouvé le corps nu d'Anna Lydia, partiellement enterré sur un terrain de l'université de Brasilia. Le rapport de l'Institut de médecine légale a confirmé que la mort était due à une asphyxie, probablement provoquée par suffocation lorsqu'elle a été enterrée vivante. Cela s'est produit entre 16 et 18 heures le même jour, c'est-à-dire quelques heures avant qu'elle ne soit retrouvée. La fillette avait été victime d'agressions et d'abus sexuels même après sa mort. Le fait que ses cheveux aient été coupés courts, comme ceux d'un garçon, indiquait peut-être une tentative de dissimuler son identité. Inopinément, à 20h moins le quart, après que les parents ont signalé la disparition d'Anna Lydia, le chef de la police, José Ribamar Moraes, a reçu un appel anonyme réclamant 2 millions de cruzeiros pour la rançon de la fillette. Quand elle a été mise au téléphone, elle a pleuré et a appelé sa mère. À 20h, la trousse de crayons d'Anna Lydia a été retrouvée jetée sur un trottoir. Ce même jour, dans un supermarché près de l'appartement de la famille Braga, une enveloppe manuscrite contenant une demande de rançon d'un montant de 500 000 cruzeiros a été laissée au père de la fillette. Les instructions étaient de déposer l'argent près du pont du Bracto dans les 72 heures. La police a également retrouvé les cahiers de la fillette jetés près du groupe de fusiliers marins. La poupée Suzy qu'elle emmenait à l'école a ensuite été retrouvée par la fille d'un fusilier marin. Mais le sac à dos et les vêtements n'ont jamais été retrouvés. En ce qui concerne les témoins oculaires de l'enlèvement, qui a eu lieu en plein jour dans un lieu public, les principaux témoignages ont été ceux de Benoît Duarte da Cunha, 31 ans, jardinier de l'école, qui a reconnu Alvaro, le frère, comme l'homme qui avait emmené Anna Lydia. Lorsqu'ils sont tous deux sortis calmement par la porte latérale de l'école, Diva Aparecida dos Anjos, 32 ans, femme au foyer qui, en lavant le linge dans la cour, voit passer la fillette dans la rue, jolie, blonde, aux cheveux jusqu'aux épaules, portant un sac à dos. Anna Lydia marche normalement, suivie par un jeune homme de taille légèrement inférieure à la moyenne et aux cheveux ondulés. Tomé Marcelo da Cunha, 9 ans, neveu du jardinier Benedito, remarque quand Anna Lydia et l'homme montent dans un taxi, une coccinelle rouge, et partent en direction de l'université de Brasilia. Nair Gomes Pinto, 13 ans, élève de l'école qui a parlé avec la jeune fille ce jour-là et lui a demandé si elle n'étudiait pas le matin. Anna Lydia a répondu que oui et a expliqué qu'elle suivait des cours de soutien. Nair a également déclaré ne pas avoir vu d'autres personnes sur la banquette arrière de la voiture des Braga, une information qui contredisait l'alibi d'Alvaro. Pour la police, les soupçons se sont rapidement portés sur lui, Alvaro Henrique, le frère de 18 ans. Tout d'abord parce que la fillette a été emmenée de manière pacifique, certainement par quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Aussi à cause de la description physique et des vêtements portés par le ravisseur. Le frère faisait déjà l'objet d'accusations antérieures d'implication dans la drogue et de soupçons selon lesquels il aurait des dettes envers des trafiquants. Alors, l'enlèvement de la sœur serait-il une façon de régler ses dettes ? Dans sa déposition à la police, Alvaro Henrique a seulement avoué avoir péché, consommant des drogues de façon occasionnelle, et que le besoin soudain d'argent qu'il avait n'avait rien à voir avec des trafiquants, mais était lié au paiement d'un avortement pratiqué par sa petite amie. Sur le lieu où le cadavre de la fillette a été retrouvé,
Des traces de pneus de moto compatibles avec la Yamaha 100 cylindrée qu'il utilisait ont été identifiées. Bien que les parents aient fourni un alibi important, affirmant que leur fils se trouvait sur la banquette arrière du véhicule lorsqu'ils ont déposé Anna Lydia à l'école, aussi bien le jardinier que son neveu, comme vous devez vous en souvenir, ont déclaré qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture, à part le couple. Les suspects du crime étaient le frère de la fillette, Álvaro Henrique Braga, qui, avec sa petite amie, Gilma Varela de Albuquerque, aurait vendu Anna Lydia à des trafiquants. Seraient impliqués les fils de deux hommes politiques importants, membres de la haute société de Brasilia, Alfredo Buzaid Jr., surnommé Buzaidinho, fils de l'alors ministre de la Justice, et Eduardo Ribeiro Rezende, fils d'un sénateur propriétaire de la ferme où Anna Lydia a été retenue captive. Et enfin ce fameux Raimundo Lacerda Duque, trafiquant de drogue bien connu à Brasilia. Le principal suspect du meurtre était Buzaidinho, qui ne s'est pas présenté pour témoigner, étant représenté par son avocat. Par la suite, il a répondu aux accusations par le biais d'une lettre rogatoire lorsqu'il est parti vivre à São Paulo, niant toujours être l'auteur du crime. Le témoignage clé qui l'a disculpé du crime a été celui du chauffeur de la famille, qui a affirmé que, le jour du crime, il avait emmené le jeune homme chez le médecin. Lorsque les trois autres suspects ont été appelés à témoigner, ils ont nié toute implication dans l'assassinat. La mort d'Anna Lydia a été portée devant le tribunal du jury, mais les suspects ont été acquittés par manque de preuves en 1975. Buzaidinho est décédé dans un accident de voiture en 1975 à 19 ans, alors qu'il revenait de Ponta Grossa, au Paraná. À l'époque, des journalistes sont allés jusqu'à insinuer que la mort avait été simulée pour écarter le jeune homme, mais en 1986, une exhumation a confirmé l'identité du corps enterré. Rezendinho s'est tiré une balle dans l'oreille en 1990 à 40 ans dans son appartement à Vitoria, Espírito Santo. Duque est décédé en 2005 des suites de complications dues à l'alcoolisme. Le seul suspect encore en vie est Álvaro Henrique, que certaines sources affirment actuellement vivre à Rio de Janeiro, où il exerce professionnellement comme médecin. Le 11 septembre 1993, le crime du meurtre d'Anna Lydia Braga a été prescrit sans qu'aucun coupable ne soit puni. Et ainsi, mes chers abductés, nous arrivons à la fin de ce panorama des trois affaires criminelles les plus connues de 1973. Et ils possèdent clairement plusieurs éléments en commun. Vous n'êtes pas d'accord? Cependant, l'impunité flagrante des criminels, qui rapproche également ces récits, ne peut pas être attribuée à l'absence de ressources technologiques à l'époque ou au manque de preuves médico-légales. Ce qui a prévalu ici pour l'absence de résolution des crimes, c'est la petitesse du caractère de beaucoup de ceux qui étaient impliqués dans ces affaires. Des personnes liées, directement ou indirectement, aux enquêtes et aux procédures. Autrement dit, une longue liste de menteurs, de cupides, d'opportunistes et d'hypocrites. Alors, seuls ceux qui croient en la justice divine ont la certitude qu'il y aura un règlement de compte pour les vies volées d'Araceli, Carlos et Anna Lydia. J'espère que le contenu d'aujourd'hui vous a plu. En ce qui concerne d'autres aspects importants de l'affaire Anna Lydia Braga, y compris la censure imposée à cette époque par le gouvernement militaire. Je vous recommande de regarder la vidéo récente qui lui est entièrement consacrée, réalisée par mon ami Daniel, de Parallelo Metaforico. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.